Il est 13h, bienvenue à vous sur BFM TV. Merci de passer votre après-midi devant notre antenne. Bienvenue, bonjour à tous et bonjour Benjamin. Bonjour Fanny, bonjour à tous. À la une de l'actualité de ce dimanche, ces nouvelles frappes russes sur Kiev et sa banlieue. La Russie affirme avoir détruit une usine militaire près de la capitale ukrainienne. Quelle est la stratégie russe? Analyse et décryptage dans notre journal. La priorité de l'armée russe, c'est de s'emparer de l'est de l'Ukraine. La zone est pilonnée comme dans les environs de Kharkiv où les bombardements redoublent ces dernières heures. Nous y retrouverons Clémence Desbouts et puis la Russie qui a 3 possibilités également pour conquérir totalement la région du Donbass. Nous le verrons avec Angie Loata. La politique, nous sommes à une semaine pile du second tour de la présidentielle entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen et à 3 jours d'un débat très important entre les deux mercredi. En attendant, c'est opération tractage pour convaincre les indécis. Et c'est un temps quasi estival sur toute la France en ce beau dimanche de Pâques. Un temps idéal pour pratiquer la fameuse chasse aux œufs. Nous retrouverons Thomas Herman dans ce journal. Il sera au parc André Citroën dans l'ouest de Paris. « 53e jour de guerre en Ukraine et dans l'est du pays, une bataille décisive dans le conflit est annoncée à l'est. Kharkiv est sous les bombes. Clémence Desbouts, vous êtes sur place. Clémence, Kharkiv est la cible de nombreux bombardements depuis maintenant 24 heures. Oui, et pour vous dire la situation ici, en fait, on est resté dans la voiture parce que ça fait 2 fois qu'on essaye de trouver un endroit pour faire un duplex. Et à chaque fois, les policiers nous demandent de partir, de quitter la zone parce que c'est dangereux. Regardez, on était juste là-bas il y a 5 minutes avec David Bouteiller. On voit de la fumée, il y a eu une explosion. On a entendu une très grosse explosion. Et ça fait depuis ce matin que c'est comme ça. Et là, on n'est pas en banlieue, quoi. On est dans le centre-ville exactement de Kharkiv, donc la situation est assez tendue. On sait qu'hier il y a eu 23 tirs de roquettes rien qu'en 24 heures. Donc forcément, eh bien, écoutez, les habitants, vous voyez, ils sont en train d'essayer de demander un petit peu à droite à gauche ce qui se passe. La situation est assez compliquée. Et je vous le dis encore, on est en centre-ville, vous voyez sur les images de David Bouteiller, il y a de la fumée noire, on a entendu une explosion. On était là il y a 5 minutes tout à l'heure, donc effectivement, il vaut mieux rester dans la voiture pour être prêt à bouger à droite, à gauche. On ne sait pas exactement ce qui se passe. Il est possible que ce soit des frappes russes qui s'intensifient ces derniers jours. Les Russes sont aux portes de la ville. Ils sont à 10 km du centre-ville et on l'entend depuis ce matin. Eh bien, il y a des bombardements jusque dans le centre-ville. Merci beaucoup pour ces précisions. Clémence Desbouts en direct de Kharkiv avec David Bouteiller pour BFM TV. Et dans l'est de l'Ukraine, le Donbass semble rester la cible prioritaire pour Vladimir Poutine. Avec nous, Angie Loata. Angie, quelles sont les 3 possibilités d'attaque sur cette zone du Donbass ? Alors effectivement, on l'a vu, il y a ces frappes qui se sont intensifiées également sur Kiev, sur Kharkiv. Mais l'objectif ultime, on l'a dit à plusieurs reprises, et l'armée russe l'a annoncé, c'est effectivement la conquête de l'Est, et en l'occurrence du Donbass. Le premier scénario, c'est un scénario idéal pour l'armée russe. Il consiste, vous le voyez sur cette carte, à engager des forces jusqu'à la ville de Dnipro. La ville de Dnipro, c'est une ville d'environ 1 million d'habitants, avec en l'occurrence la 4e ville du pays. Ce serait extrêmement ambitieux. Ça présenterait un avantage certain, ce serait celui d'être sur le fleuve du Dniepr, ce fleuve du Dniepr qui traverse l'Ukraine et qui la coupe en 2. Et ça permettrait également de se rapprocher de Mélitopol et de pouvoir avoir le contrôle de presque l'ensemble des bordures de la mer d'Azov au nord de cette mer. Le deuxième scénario, c'est celui-ci. C'est d'avancer plus progressivement peut-être et de conquérir toute cette zone qui se trouve au niveau des villes de Pokrovsk et de Barvinkov. L'objectif ici, ce serait de pouvoir encercler de manière assez rapide les forces ukrainiennes qui se trouvent dans cette zone, avec toujours un point d'ancrage, cette ville de Kramatorsk. Angie, quelle est l'hypothèse la plus probable ? L'hypothèse la plus probable, c'est le 3e scénario que l'on va voir sur cette carte. On sait que les troupes russes sont particulièrement fatiguées puisque cela fait déjà plus de 50 jours qu'elles sont au moins autour de l'Ukraine et un peu partout situées sur le territoire et engagées. Alors là, ce serait d'avancer avec ce qu'ils savent faire, en l'occurrence utiliser leur artillerie pour avancer très progressivement vers cette ville de Kramatorsk et de prendre donc l'ensemble du Donbass de manière plus progressive. Merci pour ces précisions. Angie Loata. Les Russes ont repris par ailleurs leur frappe au nord, près de Kiev. La Russie qui affirme avoir détruit une usine militaire près de Brovary, dans la région. C'est la 3e frappe russe sur la région de la capitale en 3 jours à peine. Reportage de nos envoyés spéciales Isabelle Golens et Audrey Allos.
Une épaisse fumée noire aux abords d'un quartier résidentiel. C'est une usine militaire qui a été touchée. Une nouvelle attaque qui ne semble pourtant pas perturber le quotidien de Vassil et Dmitro. On s'est levé et on s'est préparé à descendre dans l'abri. Et après quelques secondes, on a entendu des tirs. Peut-être que c'était notre défense antiaérienne. Les deux frères sont de retour à Kiev après avoir fui la capitale pendant plusieurs semaines. On va rester ici à Kiev et s'il le faut, on prendra les armes. Jusqu'à ce que tous les soldats russes soient partis de Kiev et d'Ukraine. Salut. Salut. Ludmila, une voisine, a elle aussi été réveillée par l'explosion. J'ai regardé mon téléphone, il était 6h43 et après j'ai entendu le bruit. On a l'habitude. On n'a plus peur maintenant. Une forme de résignation qu'on ne retrouve pas chez cette autre habitante, Nina, qui nous parle de sa mère. Ma mère a 93 ans. Elle se rappelle de la guerre et elle pleure tout le temps. C'est là qu'elle vit. Dans cette maison qu'elle n'a jamais quittée. Les bombardements russes sont douloureux pour cette très vieille dame, qui nous parle d'une époque où ils combattaient du même côté. Maman, tu pensais pas que tu vivrais jusqu'à la prochaine guerre? Non, je pensais pas. Je pensais pas. J'aurais jamais pu imaginer. Maintenant, c'est eux qui nous font ça. Nos frères, les nôtres. Pourtant, on était des frères ici. On a fait la guerre ensemble. Malgré les risques, plus personne ici ne semble vouloir partir. Nous sommes ici devant la gare centrale de Kiev. Il y a bien sûr toujours des gens qui fuient la capitale, mais il y a aussi ceux qui reviennent. Une quinzaine de trains par jour qui viennent de Pologne ou de l'ouest du pays. Et selon la ville de Kiev, tous les jours, ce sont 40 000 à 50 000 personnes qui reviennent vivre ici. Bonjour Nathalie Aturine, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste russe, spécialiste de la littérature russe. La Russie qui affirme donc avoir détruit une usine militaire de Kiev. Les usines militaires, c'est un objectif clair et nouveau des Russes? Je ne sais pas si c'est vraiment un objectif, hein, parce que de toute façon, l'Ukraine a toujours demandé l'aide occidentale. Je ne pense pas que c'est tellement important d'avoir une usine chez eux. S'ils comptaient sur leur propre armement, ils ne demanderaient pas l'aide aux USA, en France, la fermeture du ciel. Moi, je pense que c'est des faux objectifs. D'ailleurs, Poutine, combien de fois, avec ses généraux, il a changé ses objectifs. Hein. Donc on fait une dispersion pour se concentrer sur l'Est. Oui, tout ça, c'est du pipeau pour pouvoir apporter quelque chose sur le plateau de 9 mai, pour dire qu'on a gagné, y compris les têtes qui tombent chaque jour, hein, de ces généraux qui aujourd'hui sont dénoncés en tant que pilleurs d'un énorme budget que Poutine a donné pour le développement de l'armée russe, qui aujourd'hui s'avère être juste une armée de chars en carton. Et aujourd'hui, revendiquer le bombardement d'une usine dans une ville où il n'y a plus personne, en voilà la victoire. C'est ridicule, donc, à mon sens. Ce bombardement à Brovary, après les deux autres bombardements autour de Kiev, c'est pas vraiment une stratégie, c'est quoi, de l'impulsivité? Moi, je pense que Poutine est dans une espèce d'hystérie, effectivement, parce que peut-être pas par naïveté, parce que quoi qu'on ne dise, quoi qu'on ne le compare avec Staline, il contrôlait la situation. Poutine ne contrôle rien. Poutine, en fait, soit il est paresseux, soit il est trop malade, je ne sais rien. Mais en tout cas, il a donné un budget. Aujourd'hui, on découvre l'ordre des vols qui ont été faits. On lui a fait une espèce de récit complètement dingue sur les armements de type radio, où on bloque avec des ondes et tout le monde devient aveugle. Voilà pourquoi les généraux russes aujourd'hui sont sur le front avec les cartes des années 70, hein, parce que ils se sont tellement préparés pour une guerre où il n'y aura plus de GPS sauf qu'aujourd'hui, eux, ils sont avec les cartes en papier. Sauf que les GPS marchent et les cartes en papier sont faux.
Voilà, c'est ça l'État. Mais après, c'est le mode opératoire de l'armée russe de tout le temps. Tout ce qu'ils savent faire, c'est bombarder. Aujourd'hui, on a limogé un général et on a mis à la tête de l'armée russe un autre, Dvorkin. Dvorkin, c'est le bourreau d'Alep. Il a rasé la ville de la face. Le boucher d'Alep, on l'avait appelé. Voilà, c'est ça. Bien sûr, c'est un sauvage qui ne sait faire que bombarder. Voilà une autre preuve que ces sauvages ne vont pas s'arrêter. Et aujourd'hui, penser que Poutine est un stratège, c'est une fausse idée. Il n'est pas stratège, c'est juste un fonctionnaire de KGB qui n'ont jamais fait des choses qu'à travers la peur. D'ailleurs, la peur, vous savez, le capital de peur a ses limites. On peut pas y compter en permanence. Déjà, il y a beaucoup de gens recrutés qui veulent plus continuer de mener la guerre. Et la vraie question qui se pose, moi, je suis étonnée pourquoi Poutine, si militaire et si patriote qu'il soit, n'a pas annoncé la mobilisation générale qu'ont fait les Ukrainiens. Peut-être parce qu'il a peur de donner l'arme à son propre peuple, parce que ce peuple peut se retourner contre lui. Ouais. On va parler aussi dans un instant avec vous de Mariupol. Mais avant cela, cette bataille du Donbass qui se prépare donc dans une des zones les plus minées au monde. Des mines utilisées par les forces ukrainiennes pour barrer la route aux Russes sur les axes stratégiques, mais aussi par les Russes qui déversent des explosifs sur les lieux bombardés. La superficie concernée par la présence des mines est désormais évaluée à 300 000 km², soit la moitié du pays. Guillaume Marquis. Des détonations, mais pas de bombardement. Dans cette zone résidentielle de Kharkiv, cette équipe est chargée de déminer les routes. Sécuriser les routes, mais aussi les jardins. Vous voyez, c'est là-bas. Des mines, mais aussi des obus qui n'ont pas encore explosé. C'est ce que ces hommes dégagent un par un dans la région de Kiev. Selon l'Ukraine, les soldats russes dans le nord du pays lèveraient le camp peu à peu, mais laisseraient derrière eux un terrain totalement piégé. L'ennemi a placé des mines dans tout le nord du pays. Des maisons, des équipements. Ils en ont même placé sous plusieurs cadavres. Mais les mines ne sont pas que russes. Dans le Donbass, les deux camps se tiennent à bonne distance grâce à cette technique. Le minage du territoire a commencé après les premiers combats en 2014. 7000 km² du Donbass étaient concernés. Un chiffre qui monte plutôt à 300 000 km² aujourd'hui. Depuis le début de la guerre, le Service national des situations d'urgence dit avoir retiré 48 000 explosifs du sol. Situation critique également dans cette ville martyre de Mariupol au sud-est. La Russie affirme en effet contrôler la quasi-totalité de la ville et avait appelé les derniers combattants ukrainiens de Mariupol à se rendre avant 13h. La situation sur place est inhumaine, c'est ce qu'a annoncé le président Zelensky. Quelle nouvelle tactique russe? Écoutez le député Oleksiy Goncharenko. Lorsque nous parlons de la nouvelle tactique de la Russie, en réalité, il n'y a rien de nouveau. Ils continuent à faire peur aux gens par les tirs, par les catastrophes humanitaires. Je me trouve actuellement à Mykolaiv. Ici, on a détruit l'approvisionnement en eau de cette ville d'un demi-million d'habitants. Et cette ville d'un demi-million d'habitants est aujourd'hui privée d'eau parce que les Russes ont détruit l'approvisionnement en eau qui donc servait cette ville. Donc aujourd'hui, nous sommes face à une catastrophe humanitaire où une grande ville qui aujourd'hui a perdu déjà un tiers de ses habitants, mais il y a quand même toujours des centaines de milliers d'habitants qui sont privés d'eau. C'est une tactique de la Russie de faire peur, de détruire, de créer une catastrophe humanitaire. Et c'est une nouvelle destruction qui se prépare comme ils ont fait à Mariupol. Maintenant, ils concentrent leurs efforts dans l'est et dans le sud de l'Ukraine.
Je pense que Mariupol tiendra encore quelques jours, mais il est clair que les forces de nos défenseurs sont à la limite critique. Des dizaines de milliers de personnes sont toujours à Mariupol qui souffrent de manière indicible. C'est un énorme défi face au monde entier. Parce qu'une ville au centre d'Europe, une ville d'un demi-million d'habitants qui a été détruite. Natalia Turine sur Mariupol, le Kremlin affirme donc contrôler Mariupol. Est-ce qu'on peut y croire ou est-ce que c'est de la propagande ? Même si ça serait une vérité, je pense que le plus important, c'est pas s'il le contrôle ou pas. Le plus important, c'est qu'il y a une semaine, un général qui est censé s'occuper de Mariupol a lâché une phrase parce que les combattants d'Azov se cachent dans les sous-sols. On va être obligé, dit-il, d'utiliser l'arme chimique. Ça lui est échappé. Et je pense que c'est ça le plus important. C'est-à-dire qu'il a dit haut et fort que la Russie aujourd'hui, qui dit mais non, jamais on a empoisonné quelqu'un à Londres, jamais on a empoisonné des opposants au régime Poutine, parce qu'on n'a plus d'armes chimiques. Aujourd'hui, ils disent haut et fort que, bel et bien, ils le possèdent, cette arme chimique, et ils se prêtent de l'utiliser. Mariupol, c'est pas une capitale. Donc, je ne dis pas que c'est pas une ville pas importante, mais c'est pas un si grand symbole que ça. En revanche, c'est un symbole qui donne un signal à l'Occident que Poutine ne va pas s'arrêter. Parce que l'arme chimique ou l'arme nucléaire, c'est l'arme de destruction massive. Et aujourd'hui, parler des pourparlers, parler des négociations est une chose complètement désuète. À mon sens. Kharkiv, c'est une capitale. Kharkiv, c'est un symbole. S'il tombe, c'est peut-être plus dur, mais encore faut-il essayer de comprendre si Poutine a vraiment, à part la propagande et à part de ces fausses nouvelles de la grande gloire, est-ce qu'il a encore quelque chose dans le ventre ? Merci à Natalia Turine. On se retrouve dans notre prochain journal pour continuer de décrypter cette situation au jour le jour en Ukraine. On en vient à présent à la politique en France. Nous sommes à tout juste 7 jours avant le second tour de l'élection, J-3 également, avant le grand débat qui aura lieu entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. C'est mercredi et ce week-end, dans les deux camps, c'est opération tractage pour aller chercher le maximum de voix. Clément Gauvin avec Emma Arnaud, Adrien Labi et Joanne Demarle. Tract à la main, ces militants de la République En Marche parcourent les rues de Cagnes-sur-Mer. Bonjour monsieur, pour les élections présidentielles de dimanche prochain. Pour tenter de convaincre de nouveaux électeurs. Monsieur, bonjour, pour les élections présidentielles de dimanche prochain. Merci. Désormais, on est sur un deuxième tour, donc les gens ont des avis très partagés. Peu partagés plutôt. C'est soit noir, soit blanc. À Strasbourg, cet autre groupe de sympathisants au président candidat Emmanuel Macron va à la rencontre des habitants pour une opération de porte-à-porte. On intervient dans le cadre des élections présidentielles, on fait une campagne de porte-à-porte. Un moyen de privilégier le contact direct avec la population. C'est là où on va vraiment avoir de la proximité, c'est là où on va vraiment pouvoir échanger. Les gens en plus sont dans une situation où ils sont chez eux et dans laquelle ils vont se sentir à l'aise. Donc ils sont plus propices à échanger, ils sont plus propices à pouvoir aussi parler des problématiques. Au Rassemblement national aussi, des opérations de tractage ont eu lieu ce samedi, comme ici à Carcassonne, avec un objectif, reconquérir l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, qui a fait 23% au premier tour dans la ville. C'est très simple, les électeurs de Mélenchon étant des électeurs dits de gauche, Marine se bat pour le pouvoir d'achat. Il est donc naturel et légitime qu'on récupère et qu'on arrive à convaincre. Le pouvoir d'achat, justement, c'est la préoccupation principale de certains électeurs, toujours indécis. Ce qu'on regrette un peu, c'est que la question, par exemple, de la revalorisation du SMIC ne soit pas vraiment, contrairement à Mélenchon, on va dire, proposée par Marine Le Pen, même si en contrepartie, elle propose des taxes. On attend de voir concrètement ce qu'il y a sur le terrain. Les militants du Rassemblement national comme de la République En Marche ont encore une semaine pour convaincre les Français de voter pour leur candidat. Un rendez-vous à ne pas manquer sur BFM TV. Jean-Luc Mélenchon sera l'invité exceptionnel de Bruce Toussaint mardi à 18h50. Le troisième homme de la présidentielle qui a échoué de très peu à se qualifier reviendra sur les leçons qu'il tire du premier tour du scrutin. Il parlera de ses combats à venir et de son avenir personnel. C'est donc mardi
à 18h50 sur BFM TV. L'actualité ce dimanche également, c'est Pâques forcément. Le pape François a célébré la grande messe de Pâques, vous le voyez, sur la place Saint-Pierre au Vatican à Rome. Une première après 2 ans de crise sanitaire. Le souverain pontife qui a prononcé son traditionnel message de Pâques et sa bénédiction Urbi et Orbi. Il a appelé également à entendre le cri de paix en cette Pâques de guerre. Un dimanche de Pâques sous le soleil à Rome, on vient de le voir, mais aussi en France. Il fait beau sur quasiment tout le pays aujourd'hui. Image, vous allez le voir, de Merlimont-Plage dans le Pas-de-Calais, ainsi que d'Anglet. Regardez, au Pays Basque, Merlimont, magnifique cette très belle plage. Voilà, il fait très beau. Ça donne envie. Partout ce dimanche. Et pour beaucoup, c'est aussi la traditionnelle chasse aux œufs ce dimanche de Pâques. Thomas Herman, vous êtes du côté de Paris, où là aussi on a de très belles températures et un beau soleil. Vous êtes dans le 15e arrondissement, dans le parc André Citroën. Et là, c'est une chasse aux œufs pour les enfants qui s'est annoncée pour la journée. Chasse aux œufs pour les 3 à 5 ans. Alors il faut d'abord récupérer son permis de chasse. Ensuite, l'idée, c'est que vous avez des petites boîtes ici dissimulées un petit peu partout dans le jardin du parc André Citroën. Il faut trouver soit un œuf bleu ou soit un œuf jaune pour pouvoir gagner. Bonjour Alison. Bonjour, vous êtes venue avec vos 3 enfants. Oui, c'est quoi le programme de la journée ? Du coup, la chasse aux œufs, comme chaque année. Mais nous, on ne connaissait pas. En fait, on a découvert ça ce matin sur Internet et on est très contents. C'est une belle journée. C'est super beau, donc ils sont contents. Voilà. Ça marche bien pour vos enfants, là. Ça va, ouais. Ils sont en train d'échanger justement leurs œufs là-bas. Bon, soleil plus week-end de Pâques, on est pas mal, là. Ouais, super. Franchement, c'est une belle journée. C'est vraiment éclatant aujourd'hui. C'est super. Bon, vous cherchez pas les œufs, par contre. J'en ai déjà dans mon sac pour moi. Donc là, c'est pour les enfants. Clairement, c'est vraiment pour eux la journée, ouais. Ça marche. Bon, merci beaucoup. Profitez bien avec vos 3 enfants. Alors, une fois qu'on a coché ces 3 petites activités en récupérant des œufs, on a le droit forcément au goûter en chocolat. Bon, en revanche, on a d'autres, ils ont un petit peu abandonné la chasse aux œufs. Regardez ici, c'est plutôt atelier pique-nique cet après-midi au parc André Citroën. Merci beaucoup Thomas Herman, donc parc André Citroën dans le 15e arrondissement de Paris pour BFM TV. Restez avec nous dans un instant, nous reviendrons sur la guerre en Ukraine, 53e jour, et nous parlerons notamment de Marioupol. La ville va-t-elle bientôt tomber aux mains des Russes? Les forces russes qui appellent les derniers combattants ukrainiens à se rendre. On va y revenir dans quelques instants. À tout de suite. Amor mio. Bonjour monsieur. Bonjour, je viens pour faire ma dose de rappel. Il y a des rendez-vous à ne pas manquer. Pour continuer à vous protéger, pensez dès maintenant à votre dose de rappel. Voici le nouveau projet d'Eric. Et avec la fibre, il l'envoie en un instant. Ce sont les plans d'un bâtiment pour sa prochaine commande. Lucie, sa cliente, a reçu les fichiers en toute sécurité et... c'est validé. Une fois sa start-up installée, Mehdi a pu travailler avec son équipe sur place et à distance pour développer à son tour son nouveau projet. TPE, PME, avec les solutions SFR Business, développez l'agilité de votre entreprise et boostez votre activité. Moins d'émissions de CO2, moins de consommation de carburant. Mais c'est quand même bien de ne pas s'en servir tout le temps. Renault Captur E-Tech hybride, jusqu'à 40% d'économie de carburant. Découvrez Renault Captur E-Tech hybride à partir de 199 € par mois, avec 4 ans d'entretien, garantie et assistance inclus. Vous aussi, vous voulez faire comme j'aime, mais avant de commencer, vous voulez savoir combien ça va vous coûter et c'est normal. En fait, ça dépend de votre objectif de perte de poids et de votre morphologie. Je vais vous montrer comment faire un devis, rien de compliqué. Vous allez sur le site comej'aime.fr. Vous faites votre demande de devis en ligne. C'est simple, gratuit et sans engagement. En quelques minutes, vous connaîtrez le prix de votre programme pour perdre vos kilos en trop. Alors maintenant, plus d'excuses. Dès la semaine prochaine, commencez à perdre du poids. Alors rendez-vous sur comej'aime.fr. comej'aime.fr. Mon gros. Je vais te faire un dîner de dingue. On va se régaler. Ça va être génial. Et tu sais quoi? On va faire ton plat préféré, spaghetti bolognaise. Ok? Maman, elle les fait avec des papillons. Alors, Farfalla.
Allez, ça va aller, ça va être bien. C'est pas comme ça qu'elle fait, maman. Mais papa, elle va les faire à l'italienne. On fait la tomate, la pasta, la pizza. Elle reviendra pas, maman. Viens. Il y arrivera mieux demain, tu verras. Et toi, tu fais quoi dans la vie? Il n'y a pas si longtemps, je travaillais dans une multinationale, mais j'ai démissionné. Ah bon? Ouais, je m'y retrouvais plus. Là-bas, ce qui compte d'abord, c'est verser des dividendes aux actionnaires. Donc... Et là, maintenant? Maintenant, je suis dans la banque. Attends, je te suis pas, là. C'est une banque sans actionnaires. Elle appartient à ses clients. Donc là, ce qui compte d'abord, c'est l'intérêt des clients. Ça te rappelle rien, ça? Ouais. Bah, elle, quand elle m'explique, je comprends. Crédit Mutuel, une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Waouh, c'est ta voiture, ça? Ouais, acheté sur Aramis Auto. Que 20 km au compteur. Hein. Et surtout, je l'ai eu pour beaucoup moins cher que la neuve. Mais enfin, elle a un petit défaut quand même. Elle est pas super bien garée. Certains auront du mal à l'accepter. La voiture idéale est sur Aramis Auto. Trouvez la vôtre sur aramisauto.com. On y va pour la visite? Ça va toi? Maurice, poissonnier de père en fils. Ravi. Marco. Enchanté. Très sympa. Oh, salut Agathe. Bonjour. Ça va bien? Ouais, ça va. Ouf, la meilleure ostéo. Ça va la famille? Ça va. Et la petite, ça va? Bien. Ton chat, ça va? Ça va. C'est celle-là. Waouh, j'adore. Au cœur du quartier pour mieux vous conseiller. Bienvenue. Century 21. Inspirez. Expirez. Redressez la tête. Relâchez les épaules. Ici, le silence vous enveloppe. Ici, vous vous sentez tout simplement bien. Nouvelle Citroën C5X, hybride rechargeable. Si vous voulez que ça change, en fait, faut passer au Big Fish, c'est tout. Mais allez, ça fait longtemps. T'as vu la liste des ingrédients avant de juger? Non, mais j'ai pas que ça à faire, c'est bon. Bon, on avait dit qu'on parlait pas burger à table. Président Burger. En ce moment chez Burger King, le Steakhouse et le Chicken Louisiana Steakhouse sont chacun à 3 €. Qui sera votre président? Exclusivement avec l'app. Burger King. Mon métier de carrossier, c'est avant tout une passion. On peut dire que je suis le chirurgien esthétique des voitures. Il faut leur rendre leur beauté, leur couleur d'origine. C'est un travail de grande précision. Cela exige donc une lumière parfaite dans mon atelier pour pouvoir distinguer les moindres détails et pour que mes gestes soient précis. Cette excellence dans mon travail, je ne peux l'atteindre qu'avec mon installateur électricien, qui lui-même atteint ce niveau d'excellence. Clairement, nos performances sont liées. Et d'ailleurs, quand on y pense, l'éclairage, quelle belle invention! Un message d'Electis, distributeur de matériel électrique pour les professionnels du bâtiment et de l'industrie. Sécurité, confort, économie d'énergie, contactez votre installateur électricien. Le jeudi 24 février, la guerre a fait son retour en Europe. J'ai décidé de lancer une opération militaire. Nous sommes tous ici pour protéger l'indépendance de notre pays. Quand l'histoire s'accélère, l'information n'est plus simplement importante, elle est cruciale. Édition spéciale consacrée à la guerre en Ukraine, avec nos envoyés spéciaux sur place. Vous pouvez le voir derrière moi, les rues sont absolument vides. Nos experts et nos invités, bien sûr, pour essayer de comprendre ce qui se joue aujourd'hui avec cette intervention militaire. BFM TV est plus que jamais à vos côtés pour témoigner, analyser, comprendre. BFM TV, l'info en première ligne. La météo avec les déménageurs bretons, élue entreprise spécialiste du déménagement la plus connue des Français. Info sur déménageurs-bretons.fr.
Et c'est donc ce dimanche encore une très belle journée ensoleillée sur quasiment tout le pays. Alors petit bémol sur la pointe bretonne, au fil des heures, des nuages de plus en plus nombreux. Mais partout ailleurs, la France est bien dégagée. Demain matin, prémisse de cette dégradation, donc cet après-midi sur la Bretagne, on a cette dégradation qui va arriver par l'ouest, qui va concerner donc une petite moitié ouest. La pointe bretonne, le Cotentin retrouveront de timides éclaircies. Et puis à l'avant, ça restera toujours très largement ensoleillé. Un léger voile nuageux tout au plus. Dans le courant de l'après-midi, la dégradation va gagner un petit peu de terrain sur toute une moitié ouest. Des nuages qui pourraient quand même se morceler un petit peu par rapport au matin. On retrouvera quelques averses ici ou là, à un moment ou un autre de la journée. Des nuages plus menaçants en revanche au pied des Pyrénées et partout ailleurs, ça restera très ensoleillé. Les températures en tout début de matinée demain, des valeurs qui seront stationnaires. De la fraîcheur dans le nord-est, 2 degrés seulement à Strasbourg ainsi qu'à Reims, Nancy, Auxerre. Il fera 4 degrés à Grenoble. Et dans le même temps, on attend 9 degrés à Paris, jusqu'à 12 à Biarritz, 15 degrés à Perpignan dans l'après-midi. Les températures baissent partout, mais ça reste quand même très agréable. Beaucoup plus frais sur la pointe bretonne, 14 degrés, mais 21 à Paris et 23 degrés encore du côté de Perpignan. C'était la météo avec les déménageurs bretons, élus entreprise spécialiste du déménagement la plus connue des Français. Info sur déménageurs-bretons.fr. 13h30, bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur BFM TV. À la une de l'actualité, Marioupol en Ukraine en passe de tomber définitivement aux mains de l'armée russe. C'est en tout cas ce qu'affirme Moscou. Les derniers résistants ukrainiens sont retranchés dans une usine près du port. Mais le président Zelensky prévient, si des soldats ukrainiens sont éliminés, il n'y aura pas de négociation de paix possible. La Russie affirme avoir détruit une usine militaire près de Kiev, des frappes dans la ville pour le 3e jour consécutif, alors que les bombardements se poursuivent aussi à l'est, où un assaut d'envergure semble imminent. Les habitants de Shanghai ne décolèrent pas, confinés depuis des semaines de manière très stricte face à une reprise vertigineuse de l'épidémie de Covid dans la métropole chinoise. Ils dénoncent leurs conditions d'isolement. Vous entendrez une expatriée française qui explique les conditions de vie très difficiles. Après 2 ans de pandémie, le pape François a de nouveau célébré la grande messe de Pâques depuis la basilique Saint-Pierre à Rome. Il a évoqué l'Ukraine et a appelé, je cite, à entendre le cri de paix des gens. Nous serons à Rome dans un instant avec notre correspondante Blandine Hugonnet. 53e jour de guerre en Ukraine. Sur le front de l'Est à Marioupol, la résistance ukrainienne semble à bout de souffle. Retranchée dans un site industriel près des docks de la ville portuaire, l'armée russe a lancé un ultimatum aux derniers combattants, déposer les armes et évacuer la cité au plus tard à 13h aujourd'hui. Mais dès hier soir déjà, Volodymyr Zelensky a prévenu plus de négociations possibles si des soldats ukrainiens sont éliminés dans l'opération. Reportage de Juliette Andrieux. Autour de ce complexe métallurgique, des combats, c'est une poche de résistance de l'armée ukrainienne. La dernière selon le ministère russe de la Défense, qui a appelé ce matin les soldats retranchés à rendre les armes avant demain matin. La ville de Marioupol a été entièrement nettoyée des combattants nazis du bataillon Azov, des mercenaires étrangers et des troupes ukrainiennes. Les derniers combattants ukrainiens sont bloqués sur le site de l'usine Azovstal. La seule chance pour eux de s'en sortir vivants est de déposer les armes et de se rendre. Sur cette vidéo publiée par les séparatistes pro-russes du Donbass, des soldats ukrainiens faits prisonniers. D'après eux, le 13 avril, ils étaient 1350 à s'être rendus. Il ne s'agit pas d'heures, heureusement. Je pense que Marioupol tiendra encore quelques jours, mais il est clair que les forces de nos défenseurs sont à la limite critique. Des dizaines de milliers de personnes sont toujours à Marioupol qui souffrent de manière indicible. Marioupol, bientôt aux mains des Russes. Selon l'état-major général des forces armées ukrainiennes, les forces russes seraient sur le point de débarquer dans le port de Marioupol. Des unités des 810e et 155e brigades de la marine sont en cours de préparation pour une opération d'assaut près du port. L'information est en cours de clarification. Hier soir, le président ukrainien a appelé une fois de plus les Occidentaux à réagir. La situation à Marioupol reste très grave, tout simplement inhumaine. Soit les partenaires fournissent à l'Ukraine toutes les armes lourdes nécessaires, les avions et sans exagération aucune immédiatement pour réduire la pression sur Marioupol et lever le siège, soit il faut négocier et le rôle des partenaires devra être décisif. Selon lui, il y aurait entre 20 000 et 22 000 morts dans cette ville, habitée par plus de 441 000 personnes avant l'invasion russe.
Avec nous en plateau, Natalia Turine, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste russe, spécialiste de la littérature russe. Est-ce que selon vous, les combattants ukrainiens peuvent encore résister longtemps à Mariupol ? Je ne sais pas s'ils vont résister longtemps, mais en tout cas, ils vont résister jusqu'au dernier, c'est évident. Tout à l'heure, quand il y avait une pause, vous étiez gêné de cette espèce de passage de la guerre d'Ukraine aux Jeux de Pâques. Avec le beau temps. Moi, je pense que je peux faire une transaction, transition, pardon. Aujourd'hui, c'est le Pâques. Le pape François est un jésuite. Savez-vous quel est le drame historique pour les intellectuels ukrainiens? C'est le fait que les jésuites n'ont pas pu aller en Russie avec leur idéologie d'éducation. Et le conseiller du président ukrainien, Arestovitch, est quelqu'un qui est un grand admirateur du système des jésuites. Il fait beaucoup de cours online là-dessus. Et je pense qu'aujourd'hui, pour arrêter ce massacre que vous dites inhumain vous-même, je pense que le pape François devrait aller à Mariupol pour arrêter, ou ailleurs, pour faire une messe, pour faire une messe là-bas. Parce que les Ukrainiens sont très très sensibles au discours des jésuites. Et ça, il y a très peu de gens qui le savent. Vous parlez de la situation de détresse que vivent les habitants en Ukraine et particulièrement à Mariupol, on le sait aussi depuis ces semaines. Toujours pas de couloir humanitaire pour aider cette population qui soit s'échappe par ses propres moyens, soit a pu bénéficier de quelques petits couloirs. Mais comment croire... En fait, ça ne fonctionne pas parce que les Russes, de manière répétée, cassent leurs accords d'ouverture de ces couloirs, humanitaires. Comment est-ce que la population peut être laissée comme ça sur place, affamée? On sait dans quelle situation aujourd'hui vit la population sur place, le peu de gens qui ont pu y rester. Le problème, c'est que je ne suis pas sur place et j'ai aucun contact avec les gens sur place. Je suppose. Selon vous, quelle est la stratégie à ce moment-là de Vladimir Poutine d'agir de cette manière-là à Mariupol sur la population civile? La stratégie, encore une fois, si on peut parler de la stratégie, parce que c'est un apparatchik qui n'est absolument pas du tout un joueur d'échecs, comme d'ailleurs on lui... on dit que c'est un joueur d'échecs, il n'a aucune stratégie. Tout ce qu'il sait faire, c'est bombarder. Donc je pense que la seule façon d'arrêter ça, c'est de faire appel à les gens comme l'ONU, comme l'Église, entre autres, parce que Poutine qui joue beaucoup avec l'Église, lui qui n'est pas du tout c'est pas un croyant. Il peut allumer sa cigarette avec un cierge. Franchement, il est cynique. Il considère que l'Église orthodoxe russe, c'est juste un parti politique qui est le plus riche du monde et qui ne lui coûte pas un rond. Donc, s'il joue là-dessus, si pour lui Moscou c'est un catéchone, c'est apôtre Paul disait que face à l'apocalypse, il n'y a qu'une seule solution, c'est de s'imposer. Et donc, seule la Russie peut s'imposer à cet apocalypse qui est le monde occidental. S'il joue là-dessus, il faut essayer de l'arrêter avec ses propres mots de propagande. Faisons parler les ecclésiastiques. Mais que Poutine ment, que l'armée russe a toujours menti, que ça soit l'armée de Staline, que ça soit l'armée des tsars, c'est leur mode opératoire historique. Et malheureusement, dans la vie des joueurs de cartes, on peut mentir, ça s'appelle le poker. Dans la vie militaire, quand tu mens, ça se voit très très vite. Quand tu dis j'ai beaucoup d'armement, mais finalement tu n'es même pas capable de prendre... pardon pour l'expression, mais une toute petite ville avec quelques résistants à l'intérieur, mais même ça, tu n'es pas capable. Ça veut dire que le mensonge ne passe pas. Vous restez avec nous, Natalia Turine. On va parler aussi de l'Est de l'Ukraine, priorité de l'armée russe. Au nord de la région de Louhansk, dans le Donbass, la ville de Sievierodonetsk subit des bombardements incessants depuis vendredi. Des appartements individuels ont été touchés cette nuit. Regardez ces images. Et tout près de là, on retrouve notre envoyé spécial Jérémy Normand. Vous êtes, vous, à Studnok, pas très loin de cette ville qu'on voit bombarder. Est-ce que vous ressentez, vous aussi, dans cette zone, un accroissement de la pression russe pour faire tomber ce Donbass au plus vite, possiblement peut-être avant le 9 mai ?
Oui, on vient juste de quitter le village de Studnok où nous étions à l'instant avec Jérémy Muller. C'est le dernier village juste avant la ligne de front qui se trouve juste de l'autre côté de la rivière. Alors on entend évidemment très nettement les bombardements, les combats essentiellement aériens qui s'intensifient. Et beaucoup d'habitants sont restés dans ce village. Ils disent se sentir coupés du monde. Ils sont sans électricité, sans eau, sans magasin pour s'approvisionner. Nous les voyons pêcher sur un étang avec le bruit des bombes juste au-dessus. Scène surréaliste, mais quand on leur demande s'ils ne vont pas s'abriter et pourquoi ils restent ici, ils nous disent tout simplement qu'ils sont résignés, qu'ils n'ont nulle part où aller et qu'il faut bien se nourrir. Alors ils prient, puisque c'est un jour aussi important pour les orthodoxes ici, ils prient en espérant que ces bombes ne tombent pas sur eux. Et pourtant, nous avons constaté que beaucoup de maisons dans ce village ont déjà été touchées par des frappes justement aériennes. Alors d'ici, c'est difficile de vous dire si la plupart de cette ligne de front est mouvante, mais en tout cas, on sent vraiment une intensification des combats depuis 2-3 jours ici sur la frontière nord du Donbass, c'est-à-dire qu'on est à la frontière entre le Donbass et la région de Kharkiv, dont on parle beaucoup, et c'est là essentiellement que sont concentrées les troupes russes qui se sont redéployées, et donc les combats s'intensifient ici dans cette région. Alors, est-ce qu'ils vont réussir à progresser vers Kramatorsk, la plus grande ville du Donbass encore sous contrôle ukrainien, cette ville qui a été la cible d'une frappe aérienne sur sa gare il y a quelques jours, elle est encore à 50-60 km, mais là où nous étions, à quelques centaines de mètres, 1-2 km maximum des combats, on sentait vraiment que la tension ici, elle monte aujourd'hui. Merci beaucoup Jérémy Normand, donc à Studnok avec Jérémy Muller pour BFM TV. Parmi les principales cibles de l'armée russe, il y a également Kharkiv, à quelques kilomètres de la frontière russe. Le gouverneur de la région estime que 503 civils ont été tués dans la région depuis le début de l'invasion russe, dont 24 enfants. Bombardés sans relâche, les habitants craignent un nouvel assaut imminent. Certains tentent de s'organiser. Reportage de nos envoyés spéciaux Clémence Dibou et David Bouteiller. En arrivant dans Kharkiv, une impression de ville fantôme. L'armée russe encercle désormais la ville au nord et à l'est. Aucun quartier n'est épargné. Nous sommes dans une zone sud de la ville de Kharkiv, une zone résidentielle. À quoi ça ressemble ? Eh bien, d'un côté, par exemple, il y a ce toit qui a été éventré. Et puis, si l'on se tourne de l'autre côté, eh bien, ces maisons qui ont été complètement soufflées. Ça s'est passé il y a 2 jours. On voit encore de la fumée s'échapper des décombres. Preuve que les combats s'intensifient ici à Kharkiv. Alors que de nouvelles frappes retentissent, nous croisons cette voisine terrifiée par les bombardements quotidiens. J'ai très peur, mais je ne peux pas partir. Je suis trop vieille. Mon fils, lui, est parti. Maintenant, je suis toute seule et je n'en peux plus de ces bombes. Face à la menace d'une offensive russe, Pavel est bien décidé à organiser la résistance. Ce chef d'entreprise centralise bénévolement des dons qui arrivent du monde entier. Là, c'est des boîtes de conserve qui arrivent d'Europe. C'est très pratique pour les civils qui ne peuvent plus cuisiner ou pour les soldats sur le front. 20 à 30 tonnes de marchandises reçues chaque semaine. De quoi tenir un siège, et ce n'est pas qu'une formule. On va se battre. On ne sait pas ce que les Russes ont derrière la tête, mais on peut essayer de se préparer au mieux. Si on est encerclé, on saura s'organiser. Mais franchement, je préfère ne même pas y penser parce que ça risque d'être très dur. Pour le moral des troupes, il y a une petite attention glissée dans chaque colis destiné aux soldats. Une carte que des dizaines d'enfants ukrainiens envoient chaque jour, parfois depuis l'étranger où ils sont réfugiés. Leur message, ramener la paix au plus vite. Dans cette zone de Kiev, 3e bombardement en 3 jours. En représailles à l'attaque de leurs croiseurs en mer Noire, l'armée russe reprend ses frappes dans la région de Kiev. Ce matin, c'est la commune de Brovary qui a été touchée, à une vingtaine de kilomètres de là. Le point sur la situation autour de Kiev de notre envoyée spéciale Isabelle Golens. On a appris ce matin qu'une nouvelle frappe avait touché la région de Kiev. 1 ou 2 missiles qui ont visé des infrastructures. Il s'agirait d'infrastructures électriques, installations électriques. Ça s'est passé tôt ce matin à Brovary, une commune d'une centaine de milliers d'habitants qui se situe à l'est de la capitale, à une vingtaine de kilomètres du centre. Le maire de la ville a confirmé cette attaque. Il a expliqué qu'il était possible qu'il y ait des coupures d'électricité et des coupures d'eau. Le maire donc de cette commune de Brovary qui s'est
s'est également adressé à ses habitants dans une vidéo qui leur a dit « N'oubliez pas que vous êtes en guerre », parce que c'est vrai que dans la région de Kiev, c'est la 3e attaque, 3e bombardement en 3 jours, alors que pendant plus de 2 semaines, la capitale avait été épargnée. Le maire de Kiev aussi s'est adressé à ses habitants hier après la frappe qui a touché une usine militaire. Il leur a dit notamment: faites attention à ces sirènes, ces alertes qui résonnent encore toujours régulièrement dans la ville, la journée, le soir, parce que c'est vrai que les habitants n'y prêtent plus beaucoup attention. Lorsqu'une sirène résonne dans la journée, on ne voit personne qui s'arrête, tout le monde continue à circuler comme normalement en fait. Et lorsqu'on parle aux habitants, lorsqu'on leur demande si ces nouvelles attaques et les nouvelles menaces de la Russie les inquiètent, ils nous disent que non, qu'ils ont l'habitude, qu'ils ont défendu leur ville et qu'ils la défendront à nouveau si besoin. Natalia Turin, est-ce que ces bombardements à Kiev et autour, ce sont des représailles finalement de la part de Vladimir Poutine après les différents revers qu'il y a pu avoir? On pense notamment à ce croiseur qui a été coulé il y a quelques jours. Dit-on que c'est des représailles. Après, il y a d'autres causes pour des représailles, parce que quasiment le membre de sa famille était arrêté par les Ukrainiens, celui qui est le père en loi, comment on dit en français, le beau-père de ses enfants, et qui aujourd'hui est retenu, et il s'avère que c'est un otage en or aujourd'hui, et Zelensky veut le redonner aux Russes pour récupérer tous les prisonniers, les soldats prisonniers ukrainiens. Donc il a des causes pour faire de représailles. Est-ce qu'il a les moyens pour faire des vraies représailles, ou c'est juste envoyer des bombes par-ci par-là? Parce que, encore une fois, quand son général a dit finalement on n'a jamais eu envie d'occuper des villes, et du coup l'armée russe a commencé à prendre la retraite en même temps qu'il y a des troupes qui ont commencé à avancer, devinez où, à Tchernobyl, pour creuser des tranchées, et finalement les tranchées dans une zone où il y a des écureuils à 3 têtes. C'est-à-dire que les soldats qui ont creusé des tranchées, c'est des condamnés à mort, quasiment. C'est une drôle de guerre. J'ai l'impression qu'ils jettent des bombes au pif, pourvu qu'ils présentent quelque chose à la grande parade du 9 mai, où contrairement à Staline qui était debout, il va être encore assis sur un tabouret comme c'est son habitude. Et il ne se tient même pas debout, ce monsieur. Merci beaucoup Natalia Turin de nous avoir apporté votre éclairage cet après-midi. Je rappelle que vous êtes journaliste russe, spécialiste de la littérature russe. On en vient à la politique en France à présent, J-7 avant le second tour de la présidentielle entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Et le débat très attendu entre les deux candidats, il aura lieu, lui, mercredi. Anne-Sora Dubois du service politique de BFM TV est avec nous. Bonjour Anne. Alors, comment est-ce que se préparent les deux finalistes à 7 jours du deuxième round? Eh bien, ils se préparent à un débat qui sera sans doute très différent du premier débat de la première mouture de 2017, parce que, pour une raison très, très simple, chacun des deux candidats sait aujourd'hui qu'il suscite une forme de rejet. Il y a déjà un front anti-Marine Le Pen et il y a déjà un front aussi anti-Emmanuel Macron. Alors, évidemment, leur attitude va beaucoup compter. D'abord, côté Marine Le Pen, elle veut avancer vers la présidentialisation, c'est-à-dire, en un mot, sortir du costume de l'opposante. Donc, la précision sur les chiffres, c'est ce qu'elle est en train de travailler, la précision sur les propositions, sur ces réformes étayées. Du côté d'Emmanuel Macron, c'est plus travailler la forme, c'est-à-dire pas d'arrogance, pas de condescendance, sortir, à contrario de Marine Le Pen, de ses habits de président sortant, et donc qui surplomberait un peu sa rivale. Pour se préparer d'ailleurs, certains des membres de l'équipe d'Emmanuel Macron ont visionné les derniers débats qui incluaient un président sortant de ces dernières années. Donc Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand en 81, Mitterrand Chirac en 88 et Sarkozy Hollande en 2012. Et ils ont constaté qu'effectivement la forme du président sortant, un peu méprisant vis-à-vis de son adversaire, genre un peu 2017, vous n'avez pas lu votre fiche Madame Le Pen, eh bien ça ne fonctionne plus, ça ne marche plus, surtout qu'Emmanuel Macron a déjà un peu cette image de président arrogant. En tout cas, c'est un reproche que lui font souvent ses adversaires. Donc la forme pour Emmanuel Macron, le fond pour Marine Le Pen. Sur la forme de la préparation proprement dite, Emmanuel Macron est encore très occupé par son agenda international. Il va quand même continuer les déplacements. Il connaît ses dossiers, il les connaît depuis 5 ans, il les travaille tous les jours. Du côté de Marine Le Pen, elle va se mettre un peu plus au vert.
elle l'est déjà aujourd'hui, donc un peu en retrait avec un agenda un peu plus allégé en vue de la préparation de ce débat d'entre-deux tours, travailler ses fiches, travailler les réformes qu'elle compte mettre en œuvre. Et puis évidemment, chacun des deux va travailler bien sûr son angle d'attaque. Il y a des angles d'attaque qui sont très identifiés du côté des deux débatteurs. Marine Le Pen a prévoirait d'attaquer Emmanuel Macron, toujours sur cette image de président un peu arrogant, pas assez du côté du pouvoir d'achat et président des riches. Et du côté d'Emmanuel Macron, il y a des angles d'attaque qui apparaissent tout trouvés pour Marine Le Pen. C'est la candidate pro-Poutine dans un contexte ukrainien, en tout cas qu'on a accusé d'avoir des accointances ou des liens trop rapprochés avec Vladimir Poutine. Et d'ailleurs, les lieutenants de Emmanuel Macron ne se privent pas à longueur d'interviews et de plateaux de relayer ces attaques vis-à-vis aussi des proches de Marine Le Pen. Voilà pour le contexte de ce débat. Donc ça veut dire sans doute à fleuret moucheté, pas d'attaque trop frontale, pas d'attaque trop dur pour ne pas abîmer l'image des deux compétiteurs, chacun de leur côté, mais en même temps très dur quand même sur le fond et débat de projets français contre autres projets français quand même très très différenciés. C'est le match retour de 2017. Merci beaucoup Anne. Débat à partir de 20h50 en direct sur BFM TV. Mercredi, ils n'avaient pas pu voter au premier tour. Les Français installés à Shanghai ne pourront peut-être pas le faire non plus au second tour. La raison, le confinement lié à la reprise en flèche de l'épidémie de Covid-19, des restrictions beaucoup plus strictes que celles que nous avons connues en France, comme en témoigne cet expatrié de la ville chinoise. Écoutez. C'est vrai, quand on dit confinement, vous pensez peut-être au confinement que vous avez vécu en France, où vous pouviez quand même sortir, peut-être une petite heure par jour. Nous, c'est pas le cas, on peut pas mettre un pied dehors, donc sous aucun prétexte, même pas sortir nos poubelles ou rien, on ne peut pas mettre le pied dehors, donc c'est assez stressant comme situation. Personnellement, ça fait 17 jours que j'ai pas mis le pied dehors, et le problème, c'est pas tant cet enfermement que de pas savoir quand est-ce qu'on va pouvoir être libéré en fait. Là où on se sent assez chanceux, on souffre pas de la faim, ou on trouve de la nourriture plutôt facilement. Mais on est au centre de Shanghai. Les gens qui sont plus en périphérie ou qui habitent dans des plus petites structures résidentielles, eux, vraiment, ils comptent en fait sur l'aide gouvernementale qui nous est distribuée environ tous les 2 jours. Devant la porte, on a un paquet qui vient du gouvernement. Alors parfois c'est du riz, parfois c'est quelques légumes. Et il y a des gens qui vraiment ne comptent que là-dessus. Et puis l'actualité de ce dimanche est également la messe de Pâques célébrée à Rome par le pape François avec la traditionnelle bénédiction Urbi et Orbi depuis la basilique Saint-Pierre. Blandine Hugonnet, vous êtes notre correspondante à Rome. Le pape François a notamment évoqué la situation en Ukraine, la guerre, en appelant à entendre, je cite, le cri de paix des gens. Oui, c'est un message adressé directement aux dirigeants politiques du monde entier. Arrêtons de montrer nos muscles pendant que les gens souffrent, a dit le pape dans un message à peine voilé au président russe qui est en revanche jamais nommément cité. Le chef de l'Église catholique qui lance presque un appel à manifester pour la paix, à s'engager, à réclamer la paix depuis les balcons, dans la rue, a-t-il dit, avant de condamner fermement et à nouveau ce conflit en Ukraine. On l'écoute. Qu'il y ait la paix pour l'Ukraine martyrisée, si durement éprouvée par la violence et par la destruction de la guerre cruelle et insensée dans laquelle elle a été entraînée. Qu'une nouvelle aube d'espérance se lève bientôt sur cette terrible nuit de souffrance et de mort. Que l'on choisisse la paix. Que l'on arrête de montrer les muscles pendant que les gens souffrent. S'il vous plaît, ne nous habituons pas à la guerre. Engageons-nous tous à demander la paix depuis les balcons et dans les rues. La paix. Ouais, le pape François qui a même parlé d'une Pâques de guerre en ce dimanche de fête endeuillée par ce conflit auquel il a dédié ce message de Pâques ici place Saint-Pierre où les fidèles étaient très nombreux, 100 000 de retour place Saint-Pierre après 2 ans de pandémie. Le pape qui a aussi porté dans son cœur, dit-il, les villes rasées, les milliers de réfugiés ukrainiens accueillis notamment en Europe et toutes ces victimes en Ukraine. Merci beaucoup Blandine Hugonnet, correspondante de BFM TV à Rome. Restez avec nous dans un instant, notre long format, les grands matchs de la politique. À tout de suite.